C'est parfait. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, nous, on est la cellule d'animation régionale en soins palliatifs sur la région PACA. Vas-y. Donc, nous, en fait, on est une association. On est porté par une association qui est l'APSP, qui est l'Association pour les soins palliatifs de la région PACA, qui est une association qui existe depuis un peu plus de 20 ans, hein, depuis les années 2000. Et qui se voulait déjà initialement une association qui était là pour fédérer les acteurs en soins palliatifs de la région et accompagner les projets. Quand le projet en PACA a été a été pensé par l'ARS de créer une cellule d'animation régionale, la PSP a été sollicitée pour travailler sur ce projet et c'est ce qui a été abouti, c'est que du coup, on a été créé en 2023 par Cécile Bernard, qui est médecin, et Michel Fontana, qui est notre directrice, qui étaient toutes deux au sein du conseil d'administration de la PSP. Aujourd'hui, la PSP est l'association qui porte la cellule d'animation. Donc, on est porté par cette association. Et notre mission princeps, c'est de fédérer les acteurs, de soutenir les acteurs, de structurer, de promouvoir les soins palliatifs en région PACA. Donc, en fait, avant de démarrer sur nos missions princeps qui sont un petit peu particulières, on voulait quand même refaire un petit état des lieux sur ce que sont les soins palliatifs, hein, pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. Donc, les soins palliatifs, c'est des soins qui sont actifs, délivrés dans une approche qui est globale à des personnes qui sont atteintes de maladies graves, évolutives, voire terminales. L'objectif de ces soins, c'est de soulager, que ce soit les symptômes d'inconfort liés à la douleur physique, à la douleur morale, mais aussi à tout l'aspect psychosocial et spirituel. Donc, c'est des prises en charge qui se disent holistiques. Donc, quand est-ce que les soins palliatifs interviennent? Les soins palliatifs interviennent au moment de l'annonce, des fois, des maladies, parce qu'elles peuvent déjà être évolutives au moment de la découverte de la maladie. On peut aussi intervenir en cas de période critique et de symptômes réfractaires, et quand aussi dans les situations de fin de vie imminente, voire avant, hein. L'objectif, c'est d'intervenir assez tôt, hein. On parle beaucoup de soins palliatifs précoces, parce qu'il y a un réel intérêt dans la qualité de vie et dans le confort des patients de pouvoir rencontrer des équipes de soins palliatifs le plus tôt possible. Pour qui on intervient? Les soins palliatifs, ça va toucher tout le monde. Globalement, ça va de la petite enfance, hein, jusqu'à l'âge avancé et jusqu'à la fin de vie. Donc, on a des soins palliatifs et vous le verrez, on vous en parlera. Mais donc on travaille auprès des adultes, mais des enfants aussi. On a des équipes pédiatriques, hein, en soins palliatifs. On va s'attarder aussi sur les personnes âgées, soit en lien avec une maladie grave, soit en lien avec ce qu'on appelle des polypathologies. Ça veut dire que des personnes âgées qui ont multiples pathologies invalidantes, qui vont engager le pronostic du patient, à ce moment-là, ce sont des soins palliatifs aussi. On intervient aussi les soins palliatifs auprès des patients qui sont porteurs de handicap, bien évidemment, et tout ça toujours dans un contexte de maladie grave, évolutive, voire terminale. Pourquoi les soins palliatifs? Les soins palliatifs, en fait, comme je vous le disais, c'est là pour accompagner le confort du patient. L'objectif, c'est quand même de soulager les symptômes d'inconfort et d'améliorer la qualité de vie jusqu'au décès, jusqu'à la fin de la vie. C'est une philosophie pour nous, les soins palliatifs, où il y a de la vie jusqu'au moment où le patient décède. Mais tout ce temps, c'est de la vie et c'est primordial que ce temps-là soit de qualité. Et donc, ça passe par le fait de soulager les souffrances, et ça passe par le fait d'adapter au maximum l'environnement, les traitements, et aussi d'accompagner les proches dans ce qu'ils sont en train de traverser. Alors, quand je dis les proches, c'est les aidants, hein. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être l'entourage. Donc voilà, l'objectif, c'est ça. Qui peut faire intervenir une équipe de soins palliatifs? Tout le monde, le patient lui-même déjà, les proches, les médecins référents, les équipes soignantes. Alors, je vais continuer du coup. Donc ici, on a voulu faire un petit schéma pédagogique pour expliquer comment fonctionnent les soins palliatifs de manière globale.
Parce que quand, admettons, que nous sommes en contact d'une personne qui a besoin de cet accompagnement-là, comment cette personne va pouvoir être mise en contact avec une équipe? Donc il y a différentes façons de faire. On va avoir soit une approche sur le lieu de vie, donc là on a mentionné par exemple, le lieu de vie, donc qui va être le domicile, mais aussi un établissement médico-social, un EHPAD, un MAS, enfin ça va être vraiment en fonction de l'endroit où réside la personne. Et donc on a des équipes qui vont intervenir au domicile et des équipes qui se situent dans les centres de soins, à l'hôpital, en clinique ou autre. Et là, vous avez ce schéma qui vous explique donc les unités de soins palliatifs, qui sont les unités de services hospitaliers dans lesquelles les soins palliatifs sont développés. On a les lits identifiés, qui sont des lits qui sont dédiés aux soins palliatifs dans des structures qui ne sont pas, qui ne font pas de soins palliatifs, et qui sont voilà, d'autres types de services. On va avoir la possibilité d'avoir des soins en hôpital de jour ou des consultations également pour une personne qui va pouvoir se déplacer. Et on a des équipes qui sont des équipes ressources qui interviennent, elles, qui sont souvent basées à l'hôpital et qui interviennent sur le lieu de vie. Et ces équipes ressources, vous allez voir qu'elles peuvent travailler aussi avec d'autres professionnels. Elles sont vraiment là en soutien. Des professionnels libéraux, du médecin traitant, du patient qui va être au domicile, ou de l'hospitalisation à domicile qui sera également présente. Et généralement, on fait appel à ces équipes mobiles justement pour avoir une expertise complémentaire au regard qui est déjà posé par les soignants qui s'occupent du patient. Donc vous voyez ici tous les types d'intervenants qui travaillent autour des soins palliatifs, notamment les bénévoles d'accompagnement qui sont très présents, essentiellement en structure, mais aussi de plus en plus à la maison. Et vous avez également toutes les équipes d'orientation et de coordination. Je refais un petit focus sur l'HAD que vous voyez en bas. Donc en fait, c'est un service d'hospitalisation à domicile, c'est-à-dire qu'on peut être à l'hôpital dans une structure hospitalière, mais on peut être aussi à l'hôpital à la maison et choisir de faire intervenir une équipe avec un lit médicalisé, avec voilà, des process d'accompagnement qui vont être les mêmes, de même qualité que ceux de l'hôpital, quand c'est possible de le faire à la maison. On est bon? Là, c'était pour vous donner un petit ordre d'idée par rapport à des chiffres qui regroupent l'ensemble de l'offre de soins en soins palliatifs sur la région PACA. Donc, vous voyez qu'on a on a une région dotée de 6 départements et donc il y a 15 unités de soins palliatifs, ce qui signifie 203 lits pour l'ensemble d'une région. Donc, vous vous doutez bien que tous les patients qui sont en situation palliative ne vont pas être hospitalisés en unité de soins palliatifs. On a ce qu'on appelle une gradation. Ça veut dire qu'en fait, pour les patients qui justifient d'une unité de soins palliatifs, c'est les patients les plus complexes, pour lesquels le maintien à domicile n'est pas forcément possible, pour lesquels il y a des symptômes réfractaires qui sont compliqués à soulager. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer un petit peu la notion de ratio en fait, par rapport à la population de la région. Après, de façon plus locale, on a des lits identifiés de soins palliatifs, comme vous disait Marjorie, qui sont détachés dans les services d'hospitalisation. Alors en MCO, c'est donc médico-chirurgical obstétrique, donc ça c'est souvent en hôpital clinique. Et en SMR, c'est les soins médicaux et réadaptation. Et donc ça, c'est plutôt des lits de soins palliatifs qui sont locaux, c'est-à-dire qui sont détachés, qui sont affiliés à des services d'hospitalisation classiques, par exemple en digestif, en pneumologie, en gastro, voilà, digestif. Vous avez en médecine, en gériatrie, vous avez des lits identifiés de soins palliatifs qui peuvent être nommés, entre guillemets, identifiés dans ces services-là. Ça réunit 422 lits sur l'ensemble de la région. Après, il y a des hôpitaux de jour où les patients viennent passer une demi-journée pour rencontrer l'ensemble des acteurs de soins palliatifs de l'institution pour pouvoir adapter les projets de soins. Et tout ça, ça fait sur la région 625 lits de soins palliatifs. On a quand même 33 équipes territoriales de soins palliatifs, donc équipes mobiles, pardon, de soins palliatifs. Donc, c'est les équipes qui sont, comme vous disiez Marjorie, qui sont aussi bien en institution, qui peuvent aussi se déplacer à domicile. Et on a 2 équipes pédiatriques, ressources pédiatriques, qui se répartissent l'ensemble de la région. On a 22 HAD qui font du soin palliatif, et puis un réseau, et puis après, là, il y a vous, les DAC et les CPTS aussi, et 37 associations de bénévoles. Voilà. Ce que dit la loi, en fait, il faut noter... C'était moi qui devais parler de ça? Ouais, mais sinon, je peux le faire. Ouais, je préfère que tu le fasses.
Donc, au niveau de la loi, pourquoi nous, la cellule? Donc là, maintenant qu'on a fait un petit topo sur les soins palliatifs, ce que c'est et comment ça fonctionne, on va vous parler un peu plus de nous. Donc, en fait, la loi, elle a statué en fait la création des cellules d'animation régionale à la suite de l'instruction ministérielle en 2022, qui régit nos missions en fait et notre fonctionnement à la suite du plan cancer. Du plan Sur les soins palliatifs. soins palliatifs, pardon, du plan soins palliatifs 2021-2024. En fait, historiquement, il y avait des cellules d'animation qui existaient déjà en Île-de-France, en Centre-Val de Loire, en Aquitaine En Bretagne. et en Bretagne. Et la DGOS, la Direction générale de l'offre de soins, a pu toucher avec les ARS affiliés à ces cellules l'intérêt de ces dispositifs-là francs. Et du coup, il a été décidé d'harmoniser ce dispositif sur l'ensemble de la France, en fait, au niveau national. Et du coup, il a été décidé par cette instruction ministérielle de développer les cellules d'animation. Donc, vous voyez, là, on vous a mis une carte qui recense l'ensemble des cellules qui existent au jour d'aujourd'hui. Et donc, on est quand même plutôt bien doté en France. Ils sont au nombre de 14 aujourd'hui. Voilà. Donc, on a 14 cellules. Donc là, les 5 objectifs fondamentaux des cellules, c'est principalement l'égalité d'accès aux soins palliatifs et c'est développer le maintien au domicile des soins palliatifs, garantir une qualité des soins, préserver l'expertise palliative et puis diffuser la démarche palliative. Donc ça passe par des missions qu'on vous détaillera après. Donc à qui on s'adresse déjà, nous, la cellule d'animation? À un certain nombre d'acteurs, donc qui sont évidemment prioritairement l'ensemble des acteurs de l'offre de soins palliatifs, l'ensemble des professionnels donc, qui travaillent en santé au niveau de missions palliatives, au domicile comme en institution, les acteurs du médico-social également, et les bénévoles qu'on considère évidemment comme des acteurs de soins palliatifs à part entière aussi, qui font partie de la prise en charge du patient. On a également une intervention auprès du grand public, comme on vous le disait juste au préalable, sur l'information autour des soins palliatifs. Et notre objectif, il est de déconstruire les idées reçues et de faire en sorte que, comme on est en train de le faire avec vous aujourd'hui, même si vous n'êtes pas le grand public et que voilà, vous êtes des acteurs de la coordination, mais il y a ce besoin de mettre de la clarté sur ce que sont les soins palliatifs et comment on y accède. Et on a également un travail auprès des bénéficiaires, puisqu'on informe et on accompagne aussi indirectement du coup les patients, mais aussi les proches aidants, et on travaille de fait avec l'ensemble des structures qui accompagnent les danses. La cellule est composée aujourd'hui de 5 membres qui ont des rôles très complémentaires. Donc il y a une directrice qui s'appelle Michèle Fontana, qui a un profil donc infirmière au départ. Nous avons 2 coordinatrices expertes en soins palliatifs qui ont toutes les 2 une expertise de nombreuses années en soins palliatifs, qui sont Cécile Bernard, qui est médecin, et Muriel à côté de moi, qui est infirmière. Une personne qui est chargée de communication et de projet, c'est moi. Et enfin, une secrétaire bénévole, qui est Micheline, et qui est secrétaire de la PSP également. On a des partenariats au niveau national. Alors, comme on vous le montrait sur la carte des 14 cellules, donc on a des actions qui sont directement en lien avec notre territoire, et c'est vraiment là notre mission d'agir au niveau régional. Mais on a également du coup un rayonnement qui va être un peu plus large en étant coordonné à l'ensemble des cellules, avec des réflexions qui peuvent être communes avec l'ensemble des cellules et remonter au niveau national. Donc on a vraiment ce lien entre les directives qui arrivent du gouvernement et des grandes instances et qui descendent à notre niveau, et faire ce relais auprès des acteurs en local et faire remonter les problématiques aussi pour les faire remonter au niveau de ces instances. Donc la première instance avec laquelle on travaille en région, forcément vous la connaissez aussi, c'est l'ARS. Mais on travaille aussi avec la Direction générale de l'offre de soins, avec différentes sociétés savantes comme la SFAP et le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. On travaille également main dans la main avec la plateforme nationale de recherche autour de la fin de vie aussi. Donc pour vous dire nos missions, qui sont régies par l'instruction. Donc, je vais pas, vous les avez là, hein, mais l'objectif, c'est de pouvoir vous les présenter et de vous détailler un petit peu les actions qui en découlent. Donc, la première mission, c'est participer aux diagnostics territoriaux pour améliorer la lisibilité de l'offre de soins.
Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on a pu rendre là en fin d'année notre diagnostic régional. C'est passé par la rencontre de l'ensemble des équipes qui font du soin palliatif. C'est-à-dire qu'en fait, on a rencontré plus de 90 équipes en région et on a pu mettre en lumière les filières de soins palliatifs des territoires. Aujourd'hui, en PACA, on a 14 filières de soins palliatifs. Et puis, ça passe aussi par la création d'un site internet qu'on a pu faire grâce à Marjorie et dont on vous parlera tout à l'heure. Notre deuxième mission, c'est d'animer les relations avec les acteurs. Et comme je vous le disais, on est là pour les fédérer en fait et les soutenir. Donc pour ça, on organise quand même tous les ans une journée régionale dédiée aux acteurs en soins palliatifs. Cette année, on l'a fait sur l'interdisciplinarité et la supervision, donc le travail en interdisciplinarité, comment ça venait soutenir notre pratique en soins palliatifs. On organise aussi des soirées thématiques avec l'APSP, parce que l'APSP organise des soirées thématiques de façon trimestrielle, avec sur des schémas de conférences le soir, où on vous invite à venir si vous êtes intéressé, hein, c'est ouvert à tous. On n'a pas besoin d'être adhérent pour y assister, donc ça peut être intéressant et vous pourrez retrouver les informations sur notre site. On développe aussi, par rapport à l'animation de ces relations avec les acteurs, on développe des réunions de partage palliatif qu'on pourrait dire RCP dans le langage plus courant, mais qui sont palliatives. Et puis, on participe aux comités territoriaux qui sont portés par les délégations départementales de l'ARS. Et voilà, on diffuse aussi sur le site internet de la cellule toute l'actualité de la région. Notre troisième mission, c'est de diffuser la culture et la démarche palliative. Donc, pour ça, on a comme mission de diffuser les bonnes pratiques. Donc, ça passe par notre site. On recense aussi, on a aussi un travail de recensement des formations en soins palliatifs. Donc, ça, c'est un gros travail qui nous attend. Aujourd'hui, on a recensé l'offre universitaire et on a comme projet de faire un diagnostic aussi des formations en région sur les soins palliatifs. Mais ça, ce sera peut-être plutôt pour 2026-2027. Parce que c'est quand même assez colossal, mais voilà, ça fait partie de nos missions et de ce qu'on a comme projet. On recense aussi l'ensemble des associations de bénévoles de soins palliatifs sur toute la région. Et puis par rapport aux bénévoles, on organise aussi des journées dédiées, par contre, annuelles aux bénévoles. Concernant notre mission d'informer sur les soins palliatifs et la fin de vie, ça c'est notre volet, ce qu'on dit grand public. L'idée c'est nous on a pris le parti en PACA de soutenir et d'accompagner et de coordonner en PACA le projet Dernier Secours, qui est une sensibilisation citoyenne aux soins palliatifs, mais je ne vais pas développer plus puisque Marjorie va vous en parler après. Et puis, notre site internet est aussi accessible pour le grand public, puisqu'il y a des volets, vous verrez, on vous montrera par profil. Notre cinquième mission, c'est de participer à la réflexion dans le champ des soins palliatifs sur le plan régional, mais aussi national. Donc, c'est ce que vous disiez, Marjorie. On travaille en lien avec les autres cellules d'animation, avec qui on mène des projets, des groupes de travail. Chaque région a ses particularités, son antériorité, mais il y a des choses qui sont il y a des difficultés qui peuvent se retrouver un peu communes, ou des projets par rapport aux missions qu'on a identiques, mais des projets qui sont un peu plus singuliers en fonction des régions. Mais en tout cas, voilà, on a des groupes de travail en commun, donc on se réunit régulièrement. On a une journée annuelle aussi, on se réunit toutes ensemble. Et puis, le projet, c'est de pouvoir essayer d'avoir une entité, peut-être de faire une fédération des cellules pour avoir quelque chose qui nous porte au niveau national aussi. Et notre dernière mission, c'est d'apporter une expertise à l'ARS sur les soins palliatifs. Donc, on aime bien dire qu'on est là pour susurrer à l'oreille de l'ARS voilà, des éléments qu'on aurait du terrain, essayer de pouvoir être... voilà, pouvoir en tout cas accompagner les équipes, ça c'est notre priorité, et pouvoir faire remonter des éléments qualitatifs à l'ARS, ça c'est quelque chose qui est important. Et puis aussi sur des projets concrets, quand il y a des équipes qui mènent des projets, savoir aussi accompagner leurs projets et faire remonter ces projets au sein de l'ARS.
Je vais vous parler rapidement de la sensibilisation citoyenne dernier secours, qui est effectivement sur le volet de notre mission grand public, un projet qu'on a retenu, qui est un projet qui est organisé par la SFAP, donc qui est la Société savante des soins palliatifs en France. Ce projet, en fait, nous en avons le copilotage régional, et c'est une sensibilisation qui dure une journée, qui est proposée gratuitement au grand public, donc n'importe qui peut y participer, vous pouvez très bien y aller si ça vous intéresse, toutes les dates sont sur notre site. Et en fait, il y a un double objectif avec cette formation, c'est que effectivement, on va sensibiliser le grand public à ce qui est l'accompagnement d'une personne en fin de vie. Donc c'est une journée de formation qui dure voilà, environ de 9 h à 16 h, sur lesquelles 2 personnes bénévoles vont pouvoir vous proposer voilà, de vous faire connaître comment se passe l'accompagnement d'une personne en fin de vie, quels sont les outils qu'on peut vous donner pour avoir plus de sérénité dans cet accompagnement. Et ces 2 personnes sont 2 formateurs bénévoles, un soignant en soins palliatifs et un bénévole d'accompagnement en soins palliatifs. Donc, généralement, les gens ressortent de là apaisés, avec des vraies réponses, avec des vrais exemples concrets de situations d'accompagnement. Et voilà, ils repartent aussi nourris avec de la documentation, avec des relais en cas justement où dans leur vie ils se mettent à rencontrer des situations de fin de vie, de façon à ne pas rester seuls et à se retrouver vraiment accompagnés. Cette sensibilisation, elle a un double objectif, comme je vous le disais, c'est qu'on met en lien également les bénévoles d'accompagnement et les soignants. Et donc, on fédère le réseau de ces 2 disciplines en créant des binômes de formation et en se réunissant régulièrement pour voilà, les aider à développer leur formation. Maintenant, je vais vous parler du portail des soins palliatifs en PACA, donc dans cette mission justement de structurer l'information régionale en soins palliatifs et de la rendre accessible. On a mis en place un site internet qui est sorti très récemment, donc en cette fin d'année. Vous pourrez aller le voir sur soinspalliatifspaca.com. Donc, c'est un espace qui a été pensé aussi bien pour les patients, pour les proches aidants, les soignants, les bénévoles ou les citoyens. Vous verrez, comme vous pouvez le voir sur la petite image à gauche, qu'il y a différentes entrées par pictogramme en fonction du profil, justement. Si vous êtes un soignant, vous n'aurez pas les mêmes informations que si vous êtes un patient ou un proche aidant ou un bénévole d'accompagnement. Ce site répond aux besoins réels du territoire, avec voilà, des cartographies. Il y a beaucoup d'éléments factuels de ce que sont les soins palliatifs en région, comment ils fonctionnent. Le visuel pédagogique que je vous ai montré tout à l'heure voilà, est sur le site. On a voulu justement rendre ce site assez ludique et accompagnant, de façon à ce que, quel que soit finalement votre profil, vous puissiez trouver facilement toutes les informations que vous souhaitez avoir. Donc, ce qu'on y trouve sur ce site, avant tout, c'est un annuaire régional qui permet d'avoir tout de suite connaissance de toutes les structures de soins palliatifs de la région, de toutes les équipes, de toutes les associations de bénévoles qui sont présentes. Et vous pourrez retrouver cette offre par département. On y trouve donc également des cartographies qui sont associées à l'annuaire, ou par département, vous le voyez là ici à droite de l'image. Donc par département, vous allez pouvoir visualiser tout de suite quels sont tous les acteurs sur le territoire. Prochainement, vous aurez également accès, on est en train de les travailler, à l'ensemble des filières de soins palliatifs. Quand on parle de filières, ce sont tous les acteurs d'un même territoire qui travaillent ensemble dans une cohésion justement du fonctionnement territorial. Et donc, on a dénommé 14 filières aujourd'hui. Donc, l'ensemble de l'offre, je vous le disais, donc, ce sont des cartographies, des informations départementales, voilà, ça on a fait le tour. Ensuite, vous trouvez des informations claires sur la démarche palliative, sur la législation, sur ce que sont les soins palliatifs, comment est organisée l'offre, comment fonctionnent les soins palliatifs. Donc voilà, ça c'est très détaillé. Enfin, on a pour objectif de relayer, et c'est déjà en train de se faire avec les équipes qui ont connaissance de ce site, mais on relaie toutes les actualités palliatives en région, que ce soit actualité événementielle, formation, offre d'emploi. Et donc, toutes les équipes nous font passer en temps réel leurs demandes, leurs besoins, leurs offres, et on les relaie sur ce média. Vous trouverez également des ressources utiles comme un glossaire ou des liens qui permettent, pour aller plus loin ou pour se former ou pour trouver des informations complémentaires, d'aller voir tous les acteurs aussi au niveau national qui existent et qui peuvent vous donner des relais d'informations. Ben, je crois qu'on est dans les temps. Vous êtes Si vous avez- parfaitement dans les temps. Un timing parfait.
Merci beaucoup à toutes les deux Merci pour votre cette, attention. Puis, cette merci. super présentation hyper claire. Euh, Avant de laisser la parole, je vais me permettre de revenir sur une des questions qui était parvenue via le lien d'inscription. Il y avait une question autour de l'accompagnement de la fin de vie. Comment faire en sorte et comment aider dans un accompagnement de fin de vie s'il n'y a pas de médecin traitant ou médecin généraliste sur la situation? Est-ce que vous avez un peu des éléments de réponse à apporter là-dessus? Alors, les soins palliatifs, c'est un exercice de la médecine, hein. On ne peut pas faire de soins palliatifs à domicile sans avoir de médecin et sans avoir d'infirmier et sans avoir de kiné, sans avoir de... Les soins palliatifs, c'est de l'interdisciplinarité. Et en fait, sans médecin traitant, ben, malheureusement, c'est pas possible. Du coup, ce qui peut se penser, c'est que au domicile, dans ces cas-là, on peut faire appel à une HAD qui pourrait être détachée par une structure hospitalière, puisque les HAD sont sur prescription médicale, euh, afin de pouvoir déployer des soins PAL à la maison. Mais malheureusement, souvent, quand on se retrouve dans ces situations-là, on oriente vers un DAC pour trouver un médecin traitant, en fait. Parce que c'est des prises en charge qui peuvent être en soins palliatifs. Vous pouvez vous être confronté à une personne qui est atteinte d'une maladie grave et qui peut décéder sans trop de symptômes d'inconfort, hein. Ça arrive d'avoir des patients qui décèdent sans beaucoup de médicalisation. Mais malheureusement, ça arrive aussi très fréquemment qu'il y ait besoin de médication et ça ne peut pas se faire sans médecin. D'accord. Et du coup, avant de donner la parole à Antoine, vous parliez du domicile, mais du coup, pour avoir un accès au lit de soins palliatifs, c'est pareil, il faut un médecin, etc. Ou... Alors, les lits identifiés de soins palliatifs, c'est des lits qui sont situés dans des services d'hospitalisation ou alors dans des services de soins médicaux et réadaptation. Donc, pour y avoir accès, en fait, il faut que ce soit déjà, il faut qu'il y ait une demande d'hospitalisation ou une demande. Donc, il faut qu'il y ait un médecin qui demande à hospitaliser un patient ou alors il faut qu'il y ait un médecin qui demande à transférer son patient du domicile en maison, en SMR, en fait. Donc, Mais est-ce que vous n'avez pas des patients qui arrivent aux par les urgences, urgences, oui, qui sinon c'est par les entrent urgences. à l'hôpital et qui, du coup, de l'hôpital, vont sur un lit de soins palliatifs? Oui, en fait, oui. Bien sûr qu'on peut passer par les urgences pour bénéficier. C'est toujours malheureusement très inconfortable pour les patients Bah, de bien passer par sûr, les urgences. complètement. Et en Complètement. fait, les lits identifiés de soins palliatifs, ils servent un peu à ça aussi. C'est que dans l'idéal, ils sont là pour éviter que les patients passent par les urgences. C'est-à-dire qu'en fait, si un médecin appelle un médecin d'hospice qui a des lits identifiés, l'objectif, c'est de pouvoir transférer le patient Bien sans sûr. qu'il soit amené à passer par les urgences, en fait. C'est pour ça que ça m'est pas venu, mais effectivement, Oui, bien oui, sûr. oui, bien sûr, je comprends. Parfait. Merci beaucoup, Antoine, je vous laisse la parole. Oui, donc je suis médecin coordinateur donc au DAC-Varès et je travaille en même temps à la CPTS Dracénie Provence-Verdon. Et simplement, quand on cherche un médecin traitant, il vaut mieux aller directement par les CPTS, il me semble, parce que Oui, c'est leur mission de recherche de médecin, parce que quand on passe par le DAC, eh bien, en fait, ils appellent la CPTS après donc ça peut gagner du temps, juste une petite info. Le médecin coordinateur des DAC peut de temps en temps faire solliciter une hospitalisation à domicile. Voilà, donc on est aussi prescripteur de ce genre de choses qui évite des fois de passer par les urgences. Donc, du coup, c'est par le DAC, là. Voilà, alors c'est pas notre boulot premier, mais des fois, il n'y a pas de médecin traitant, les urgentistes n'ont pas le temps, le ceci, le cela, et ben c'est nous qui sollicitons donc des soins PAL ou des choses comme ça. Voilà, c'est un outil qui peut vous aider. Voilà, Très bien. c'est fini. Merci. Tout à fait. Et effectivement, comme le disait Antoine, c'est l'émission des CPTS et donc on fait du lien là-dessus. Effectivement, en DAC, on va bien évidemment aller chercher la ressource auprès des CPTS et après, si la situation est plus complexe, voilà, on le travaille en coordination, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions parmi les participants?
le temps que vous en cherchiez, moi j'en avais quelques-unes. Marjorie, tu parlais de la formation sensibilisation citoyenne. Combien ça dure et est-ce qu'il y a des lieux particuliers de mise en place de cette formation? Comment ça se Alors, passe? si vous souhaitez accueillir des formations dernier secours, c'est tout à fait possible. En fait, la recherche de salles se fait à l'initiative de l'équipe du binôme bénévole qui va organiser la session. C'est-à-dire que nous, on est là en soutien de la mise en place de tout ça, mais en gros, ça va être un soignant, qu'il soit infirmier, médecin ou autre, plus un bénévole d'accompagnement ou un non-soignant, ça peut être une approche complémentaire aussi non médicamenteuse. Et en fait, ces deux personnes vont s'associer pour créer une formation. Donc, ça va être à leur charge de trouver une salle, soit via leur réseau professionnel, soit via les mairies directement, soit via d'autres organismes. Et une fois que la salle et la date sont posées, on fait remonter au national, qui crée l'événement sur le site national de dernier secours. Et c'est sur cette plateforme en fait que les gens vont pouvoir s'inscrire. Moi, je génère ici à la cellule une affiche de l'événement, et c'est le binôme qui va être en charge de diffuser l'information en local. Donc nous, on va diffuser sur nos réseaux, voilà, via notre base, et eux vont diffuser sur leur territoire en local. Par exemple, si c'est sur une commune, ça va être la diffusion dans les pharmacies ou au niveau des mairies, au niveau voilà, de l'ensemble du territoire en région, en local, je veux dire. Et si ça ne suffit pas, moi je viens renforcer, en fait, on vient vraiment en appui, nous, la cellule, sur cette partie organisationnelle, quand il n'y a pas assez voilà, de participants, on vient renforcer cette communication. Mais en gros, pour revenir à la salle, en fait, tout partenariat est possible. Juste, la démarche initiale, c'est que ça reste une sensibilisation citoyenne, ce qui signifie que on ne fait pas de formation dernier secours dans des lieux hospitaliers. Et c'est pas professionnalisant. En fait, l'objectif, c'est d'aller au contact des citoyens. Donc, ça se fait beaucoup dans des maisons pour tous. Par exemple, là, on a développé un partenariat avec une maison des aidants. Dans des salles communales aussi. Dans des salles communales. C'est l'intérêt de cette sensibilisation, c'est d'essayer d'aller toucher les citoyens là où ils sont et d'aller toucher les aidants aussi, surtout. D'accord. Donc, en fait, c'est des lieux qui se veulent non porteurs de l'identité médicale. D'accord. Et qui est l'animateur formateur de ce temps? Alors, c'est comme vous disiez Marjorie, c'est un binôme. Donc, c'est une sensibilisation formation qui se fait à deux voix. On est deux formateurs. Et donc, moi, je suis formatrice en tant qu'infirmière et je suis associée à une bénévole. Donc, en fait, pour être formateur dernier secours, il faut avoir une certaine expérience en soins palliatifs. Hein. C'est un peu le prérequis. Qui veut ne peut pas être formateur dernier secours. Et cette formation, elle a une nomenclature, puisque c'est une formation qui est originaire de Suisse et qui est labellisée en fait dans plus de 22 pays aujourd'hui. Et donc en fait, le support de la formation est déjà créé. Et donc nous, on vient relayer cette information. Donc il y a quand même un aspect qualitatif majeur et en fait, voilà, les personnes qui vont soutenir cette formation doivent être initiées, plus qu'initiées, doivent être expérimentées en soins palliatifs. Donc ça voudrait dire que par exemple, si un DAC ou d'autres acteurs d'un territoire souhaitent mettre en place ce genre de temps de sensibilisation citoyenne, ils font appel à vous en vous disant, voilà, on a ce besoin-là sur le territoire, est-ce que vous pourriez le mettre en place, etc. D'accord, ok. Tout à fait, exactement. C'est l'objectif de notre copilotage en région parce que c'est initialement un pilotage national avec une personne qui était référente sur ce dispositif en national. Et en PACA, on a fait le choix de copiloter en région pour essayer de faciliter en fait le déploiement de ces formations et de ces sensibilisations. Donc effectivement, si c'est un besoin que vous identifiez auprès de votre population, de patients, d'aidants, nous, on est tout à fait là pour essayer d'y répondre en tout cas. D'accord, très bien. Merci. Antoine? Oui, juste je ne sais pas si ça vous intéresse, mais sur Draguignan, on a un centre de prévention que la CPTS a ouvert, qui est ouvert à ce genre de choses. Si vous avez des demandes dans notre quartier de Draguignan, on a une salle qu'on met à dispo des assos pour ce genre de choses. Hein. Ah, génial! On note alors. Ah ouais. Voilà, notez bien, voilà. CPTS Draguignan, vous demandez, voilà. Très bien. On note. Ça crée de la coopération, hein, ces rendez-vous de coordination, c'est bien. Ah, c'est chouette.
J'avais une autre question sur les journées régionales. Vous en avez parlé. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué, si c'était ouvert, parce que vous avez dit que les soirées, oui, par exemple, si les DAC avaient envie d'y aller ou les dispositifs régionaux avaient envie d'y aller, ils pouvaient. Sur vos journées régionales, est-ce que c'est ouvert? Et si oui, est-ce qu'il y a une pertinence pour les professionnels des dispositifs de coordination à y aller, selon vous? Alors, l'objectif de cette journée régionale, elle est dédiée aux acteurs en soins palliatifs. En fait, cette journée, elle est pensée pour essayer de réunir et rassembler les acteurs entre pairs, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils puissent partager en fait aussi leurs difficultés. Et le fil conducteur, voilà, c'est se ressourcer et se retrouver en fait. D'accord. Donc c'est surtout dédié aux acteurs de soins palliatifs. Après, pourquoi pas avec les coordinations, hein. Nous, on voit qu'il y a par exemple, il y a des infirmiers coordinateurs de réseau qui y participent, ou des assistantes sociales, qui peuvent des réseaux de soins palliatifs qui interviennent. Là, pour vous donner une idée, la dernière journée qu'on a faite, comme je vous le disais, c'était sur l'interdisciplinarité, et comment cette interdisciplinarité vient être soutenante dans la pratique des soins palliatifs. Voilà, c'était vraiment dédié à une approche sur les Je soins comprends. palliatifs. Je comprends. Donc, Oui, tout à fait. Peut-être, si, effectivement, c'est là où tu parlais des soirées thématiques, où finalement, il y a peut-être plus d'intérêt pour un public un peu plus large, professionnel, de venir. D'accord. après, on a un projet pour 2026. Donc là, vous êtes un peu en mode VIP, mais notre prochaine journée régionale qu'on pense pour 2026, alors c'est qu'à l'ébauche pour l'instant, mais on pense l'organiser sur les soins palliatifs et le handicap. D'accord. Donc, en fonction, voilà, on a la grande thématique. On va faire ça en partenariat avec l'équipe relais handicap rare PACA Corse. Et donc, ça sera sur cette thématique-là qui peut-être parler en fonction des parcours. Peut-être que ça peut être un thème qui intéressera Ouais. certaines DAC ou CPTS ou autres, hein, mais voilà. Tout à fait. Disons que mais peut-être que ça serait intéressant que vous en parliez à Oncopaca parce que c'est un système qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont une journée régionale thématique où historiquement c'était les équipes autour de l'oncologie, c'était assez médical. Et petit à petit, je sais que par exemple les DAC ont trouvé leur place à l'intérieur. Il y a même eu du coup une journée où la thématique était oncologie et coordination, et donc les CPTS, les DAC, il y avait toute une histoire de dynamique commune. Et finalement, Oncopaca se retrouve à avoir élargi aussi leur public cible avec des intérêts. Alors, il y a des fois où effectivement, il y a des sujets qui vont beaucoup plus concerner les professionnels vraiment spécifiques à l'oncologie, mais il y a souvent voilà, les dispositifs de coordination qui s'y retrouvent. Donc, c'était plus dans cette optique-là, mais je comprends totalement. Voilà, il y a aussi ces moments-là où il y a des espaces dédiés qui sont plutôt pertinents pour les professionnels vraiment concernés au quotidien. Voilà, mais en tout cas, Après, on note pour le handicap. on est une jeune cellule, hein. On a 2 ans d'ancienneté. On a fait 2 journées régionales. Voilà, c'est des choses Non, mais vont complètement. probablement évoluer aussi. Et puis c'est vrai que on a ce projet d'aller rencontrer plus personnellement les DAC, de créer du lien par rapport à nos filières. Donc effectivement, tout ça est amené à évoluer. Très bien, c'est parfait. Pour des questions pratico-pratiques, pour nous remettre en lien avec vous, on passe par Jenny pour avoir vos coordonnées. Comment? Ou via le site, c'est facile. Via le site, vous avez absolument toutes les coordonnées de Ok, chacune. merci. D'accord. Ouais, et sinon, sur le site, Karine, sur le site de la Fax Sud, il y a aussi toutes les coordonnées toutes de les la coordonnées. cellule. Exactement. Donc, comme ça, au D'accord. moins, vous aurez tout. Moi, D'accord. j'avais une dernière question sur autour de la dynamique, enfin, de l'animation
du réseau partenarial, tout ça. Vous êtes amené à faire des journées, enfin, des sensibilisations autour de thématiques particulières en dehors des soirées. Je vous prends l'exemple de personnes de confiance. Vous faites des soirées, enfin des groupes de travail ou des rencontres autour de ces thématiques-là ou... Alors aujourd'hui, concrètement, non. En D'accord. fait, on est une toute petite équipe et donc, je ne vous cache pas, en fait, en toute transparence, on est à 2 équivalents temps plein pour mener toutes les missions on a pu vous présenter sur toute la région. Donc, pour l'instant, on a beaucoup centré notre travail sur le diagnostic. On aimerait bien pouvoir créer des webinaires sur des thématiques spécifiques et les diffuser. Ça, c'est un de nos projets. Et après, on sait que sur les directives anticipées, il y a quand même pas mal d'actions qui sont menées en local par des équipes territoriales, par des équipes mobiles, au sein des établissements de santé. Donc, il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont menées sur ces thématiques-là. Donc, c'est pas forcément dit qu'on parte sur celles-là, puisqu'elles sont quand même assez couvertes. Oui. Mais Et elles sont couvertes aussi au niveau national par les entités justement nationales comme la SFAP ou le Centre Oui, tout à national de la fait. fin de vie, qui Mm. prennent beaucoup la parole sur ces sujets aussi. C'est vrai, Donc on nous, s'était si mis on en doit, lien. et si on doit faire des webinaires, ça sera peut-être effectivement plus réfléchi sur des thématiques qui sont pensées par rapport aux besoins du territoire. Super, mais du coup, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on peut vous solliciter parce que je fais le lien avec que ce soit les dispositifs d'appui à la coordination ou les dispositifs régionaux, la question de la sensibilisation, les webinaires, les apports à d'autres partenaires ou alors à leurs partenaires fait partie de leur mission. Et donc souvent, je vous prends l'exemple des DAC qui font appel à l'espace éthique pour faire des webinaires sur le sujet ou quoi que ce soit. Ça pourrait être des choses sur lesquelles on peut co-construire DAC et cellule régionale des soins palliatifs ensemble. Ça pourrait être ah oui, bien sûr. envisageable. Et puis nous, en fait, nous, on est un peu là pour coordonner ce qui se passe aussi en région. Donc, si par exemple, il y a une DAC sur, je pense, là, j'étais encore mardi à la présentation du DAC par Ouest, bah, par exemple, nous, on peut faire le lien s'il y a une demande d'un DAC sur une thématique particulière et qu'on sait que sur la filière où est disposée la DAC, il y a telle équipe qui a mené ce projet. En fait, nous, on peut faire le lien même avec les équipes du territoire pour faciliter. Quand on se retrouve à travailler ensemble sur un travail, ben, en fait, après, Bien sûr. on se connaît, on fait plus facilement de liens. Et donc, du coup, voilà, ça peut être nous, mais comme on peut aussi faire du lien avec d'autres équipes. Parfait. Et quand on parle je rebondis sur ce qui a été dit sur la partie sensibilisation, effectivement, on a ce site internet qu'on a créé très récemment et qu'on va alimenter au fur et à mesure de l'année 2026. Nous, on a prévu à partir de début janvier de faire une campagne de communication, notamment couplée avec l'ARS, avec un communiqué de presse sur justement le site internet et voilà, et tous ces apports. Je me permettrai de vous relayer l'information, les visuels, affiches et autres infos. Si de votre côté, vous avez la possibilité de nous aider justement à maximiser la visibilité de ce site pour le grand public et les soignants, parce que ça s'adresse aussi aux soignants qui n'ont pas de mission palliative de base, mais qui sont amenés à être confrontés à un accompagnement palliatif dans leur carrière. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nous aider sur le relais de cette information à votre réseau aussi. Il n'y a pas de souci, Marjorie. De toute façon, on diffusera l'information sur la newsletter de la fax. Et puis, on est en train de revoir aussi les informations qu'on donne sur nos différents dispositifs de coordination, dispositifs régionaux sur le site internet. Et donc, du coup, on pourra remettre correctement tous les éléments, revoir un petit peu votre présentation sans aucun souci. Très bien, merci beaucoup. Antoine, vous aviez levé la main ou... Oui, mais vous avez un peu répondu, c'est que en fait, les DAC et les CPTS sont des bons relais sur C'est ça. sur la population, hein. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer des choses comme ça, parce que c'est un peu notre taf aussi, hein. Exactement. Oui, et puis notre site, en fait, il se veut être un outil. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le disiez, Marjorie, avec l'annuaire et les cartographies, alors nous, notre annuaire n'est pas dans Cassis et on n'y est pas encore et c'est quelque chose qu'on va essayer de voir un peu pour faire bouger les lignes. Mais en tout cas, nous, notre annuaire et nos cartographies, elles sont vraiment ciblées pour permettre aux acteurs de première ligne, en fait, de premier recours, de pouvoir savoir vers qui se tourner, en fait. Non, mais pas que, il y a aussi la population. Et oui, non, mais oui. Oui, Alors, c'est ça, moi, donc c'est c'était pas mon que. volet. Oui, Oui, effectivement, mais il y c'est a la intéressant parce que le population. site, sur les CPTS, on peut les mettre pour les professionnels ou Oui. pour tout public.
Voilà. Donc, du coup, c'est important de le préciser dans votre... Oui, Voilà. oui. Hein, ok. C'est double en fait. C'est aussi bien pour les acteurs de premier recours qui ne sont pas des acteurs de soins palliatifs parce que entre nous, une équipe de soins palliatifs connaît bien l'autre équipe et voilà, on sait qui travaille et qui fait quoi. Là, l'objectif, c'était aussi de pouvoir mettre en lumière ce travail-là et toutes ces équipes pour les acteurs du premier recours et aussi, surtout pour le grand public. Et vous verrez, c'est ce que disait Marjorie, sur le site, il y a quand même beaucoup de supports pédagogiques pour expliquer ce que sont les soins palliatifs au grand public et à tout un chacun. Donc ça aussi, ça peut être une ressource intéressante pour vous, pour des personnes que vous accompagnez. Voilà. Et puis, gardez en tête aussi au niveau des DAC et des CPTS que quand il y a une problématique sur un territoire auprès des libéraux, par exemple, pas hésiter à nous solliciter quand il y a des choses à venir imaginer, à venir créer, ou si sur le site internet, il y a des informations qui sont incomplètes au regard de votre besoin, ne pas hésiter à prendre le téléphone ou un mail et nous contacter. On est en contact de toutes les équipes du territoire, donc il y a des choses sur lesquelles on peut aussi épauler. C'est vrai. Nous, le réflexe qu'on a, c'est souvent d'appeler le médecin des soins pal de Draguignan, par exemple, à l'hôpital. Mais ça éviterait de l'embêter. Effectivement, on vous embête voilà, pas. aussi. Merci. Et après, à noter aussi que les soins palliatifs, ça, on l'a mentionné sur notre site, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué, mais c'est pas parce qu'on est en fin de vie qu'on est en soins palliatifs. Comme le disait Muriel, on est en soins palliatifs quand il y a un besoin, parce qu'il y a une situation qui est complexe, mais il y a beaucoup d'équipes au domicile, par exemple, qui vont s'occuper d'une personne en fin de vie sur laquelle il n'y a pas de problématique. Et on peut très bien, et fort heureusement, avoir une fin de vie et une mort douce et naturelle. Donc, par contre, c'est très important de pouvoir identifier au niveau des libéraux qui vont travailler au domicile, de pouvoir identifier qu'à un moment donné, il y a une problématique et de savoir, et c'est ça qu'on met en lumière sur le site aussi, qu'il y a des recours palliatifs et qu'à un moment donné, on peut contacter une équipe mobile qui va venir poser un diagnostic ou faire un état des lieux de la situation et ensuite mettre en place une hospitalisation à domicile ou la possibilité d'aller en USP, en unité de soins palliatifs. Ça peut être aussi des temps de répit en unité de soins palliatifs pour quelques jours, quelques semaines. Enfin, il y a pas mal de choses à envisager et faire comprendre à l'ensemble des soignants qui agissent sur le territoire qu'ils peuvent vraiment nous solliciter et venir être accompagnés en fait sur cette mission palliative. Et surtout en précocité. Surtout en précocité et de ne pas attendre que ce soit l'avant-dernier jour. Quoi. Non, ça peut être très très en amont. Oui, mais c'est souvent ce qui... Parce que la culture qu'on a, nous, les vieux médecins, c'est qu'en fait, les soins palliatifs, c'est quand on va crever qu'on ne sait plus quoi faire. Quoi. Eh bien, je dis ça un peu abruptement, mais c'est comme ça qu'on l'a... Et maintenant, effectivement, on apprend que... Alors, heureusement, il y a plein de jeunes médecins et pas que des vieux. Mais donc, du coup, c'est aussi éduquer nos confrères, médecins, infirmiers, etc., de la précocité, de sollicitation qui en rend la qualité meilleure, si j'ai bien compris, en fait. Exactement. Voilà. Oui. On peut anticiper, même quand la personne a un pronostic de vie engagé, mais qu'elle va encore bien, on peut anticiper tout le chemin qui arrive. Et notamment avec des prescriptions anticipées aussi, il y a des possibilités de venir imaginer le confort futur de cette qualité de vie jusqu'au bout. C'est rassurant pour les patients. Hein. Ah, puis bon, on ne voudrait pas dire, mais on y va tous à un moment donné, donc c'est important d'être bien pris en charge. On est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'on encouragera et on le diffusera. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire quand vous êtes prêts à bien diffuser. Mais nous, en tout cas, nous qui l'avons vu avec Mathieu, on encouragera fortement à aller voir votre site internet parce que c'est vraiment une mine d'or d'informations. Et effectivement, on y retrouve vraiment beaucoup d'éléments de base et autres. Votre état des lieux, c'est top parce que je pense que c'est un vrai besoin pour nos dispositifs. Donc, vraiment, merci pour ce travail et on sera là pour diffuser sans aucun souci. Et n'hésitez pas à nous faire des remontées s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Nous, on est immergés, on ne se rend pas forcément compte des besoins ou des axes d'amélioration sur des choses que vous aimeriez. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Ça va, pas de souci. Nous appeler. On fera passer l'info, aucun problème. Est-ce que vous avez d'autres éléments? Je pense qu'on est bon. On va pouvoir terminer avec 6 minutes d'avance. C'est parfait. Un grand merci à toutes les deux pour cette présentation, pour vos explications. Vous retrouverez donc, comme d'habitude, toute l'information sur le site internet de la Faxe Sud avec le webinaire enregistré et le PowerPoint qui sera également disponible. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pourrez joindre la cellule régionale sans aucun souci. Et puis, nous aussi, on se tient disponible avec Mathieu. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année.
Et merci à vous deux d'avoir fini les rendez-vous de la coordination 2025. Et on vous donne rendez-vous pour 2026.